Et maintenant, regardons derrière les façades et cherchons les secrets des grands boulevards à Vienne. Elle ne fait pas plus de 4 km et il suffit d'1 heure pour en faire le tour à pied. Presque autant en voiture aux heures de pointe. Toujours est-il que dès sa conception, la Ringstrasse fit une telle sensation qu'elle donna son nom à toute une époque. Vienne ne serait pas Vienne sans ce ring, ce grand boulevard où la maison impériale d'Autriche s'est dotée d'une somptueuse vitrine architecturale encore toute nimbée de savoureuses anecdotes et de sombres légendes. Sa splendeur saute aux yeux. Mais ne nous y trompons pas, le ring a 2 visages. Celui qu'il arbore à chaque instant et l'autre qu'il garde jalousement secret. C'est précisément ce dernier qui retient notre attention. Je voudrais commencer ici par les bas-fonds, les égouts. Pourquoi? Souvenirs de jeunesse. Vous savez, le 3e homme. Les secrets du ring, le plus grand secret peut-être, c'est que cette construction monumentale destinée à célébrer et à protéger la gloire de la maison des Habsbourg portait en son sein les germes de son déclin. Oublions la façade, remontons le temps. Suivez-moi. Je vous emmène. À Vienne, en ce 8 décembre 1881, on donne Les Contes d'Hoffmann au Ringtheater. Adèle von Klapka est aux premières loges. Son fiancé, violoncelliste, est dans la fosse d'orchestre. Adèle l'informe de sa présence par un billet. En ce soir de première, les spectateurs affluent en nombre, tandis qu'Adèle von Klapka se dirige vers la loge du portier. Elle mettra environ 5 minutes pour y parvenir. C'est juste à ce moment-là que l'on doit éclairer la scène. Les lampes, appelées lampes linolithes, fonctionnent au gaz. L'éclairagiste ouvre les vannes pour les alimenter. Sa première tentative d'allumage échoue, le gaz s'accumule dans les tuyauteries et un nouvel essai déclenche la catastrophe. C'est l'explosion. En quelques secondes, la salle est en feu. Pensant bien faire, un employé coupe le gaz et provoque l'extinction de toutes les lumières du théâtre. Adèle von Klapka a beaucoup de chance. Elle est tout près de la sortie et pourra se sauver. Mais pour des centaines de spectateurs, cette soirée au théâtre sera fatale. En proie à la panique, les gens se ruent vers les issues de secours et finissent par les obstruer. Les brigades de pompiers, trop peu nombreuses, arrivent bien trop tard et la chaleur suffocante leur rend l'accès impossible. Le Ringtheater brûlera jusque dans ses fondations. Quelques années auparavant seulement, il avait été élevé sur la place des Supplices, sans doute un mauvais présage.
On a tiré les leçons de la catastrophe. Aujourd'hui, quand quelque chose s'enflamme dans les théâtres de Vienne, ce ne sont que les critiques, bonnes ou mauvaises d'ailleurs. Surtout ici, dans l'illustre Burgtheater, lieu sacro-saint de la culture autrichienne entre tous. Thomas Bernhardt et Klaus Peymann l'ont démontré. Ici, quand on échauffe les émotions du public, il faut s'attendre à voir exploser l'âme du peuple, et rien d'autre, Dieu merci. Même si beaucoup d'entre eux ne le fréquentent pas, c'est une véritable histoire d'amour qui unit les Viennois et le Burgtheater. Maximilian Schell, né à Vienne et enfant chéri du public, ne fait pas exception. Sa passion, toute platonique avec le Burgtheater, remonte à l'enfance. Zum Wiener Burgtheater habe ich eine ganz eigenartige Beziehung. Le Burgtheater de Vienne représente beaucoup pour moi. Als mein Vater hier J'avais 4 ans pour la première d'une œuvre de mon père, jouée ici par Ewald Balzer, dans le rôle principal. C'était le bourgmestre de Zurich. J'avais quelques années de plus quand j'ai demandé à mon père ce qu'il préférait, que je joue Hamlet au Burgtheater ou que je marque un but avec l'équipe nationale d'Autriche contre l'Angleterre à Londres. Après une courte hésitation, mon père, qui était poète, m'a dit « Tu sais, je crois que je préfère le but. Je n'ai pas marqué de but, je n'ai pas joué Hamlet. Il n'empêche que c'est impressionnant d'être là, sur une scène où louanges et quolibets, triomphes et échecs ne tiennent qu'à un fil. Ici, dans cette célèbre maison sur le ring, la splendeur côtoie la décadence. Mais ce qui est vrai pour le théâtre s'applique à l'ensemble du ring. De grands hommes ont marqué ce lieu. Certains ont été vénérés comme des dieux. D'autres, en revanche, ont été boudés, humiliés, précipités dans la folie. Accompagnez-moi dans une autre époque, celle du bon vieux temps. Mais aujourd'hui, le bon vieux temps a tiré sa révérence pour de bon. Laissons de côté la question de savoir si le bon vieux temps était si bon que ça. C'était les années du style Biedermeier, l'époque de Franz Schubert. La Vienne d'alors était bien différente. Enserrée qu'elle était dans des murailles d'1 mètre d'épaisseur, jusqu'au milieu du 19e siècle. Ça faisait longtemps que ces vieux remparts n'avaient plus aucune utilité militaire. Mais l'empereur d'Autriche, Ferdinand Ier, dit le débonnaire, ne se sentait en sécurité que derrière de solides fortifications. Plus que l'ennemi de l'extérieur, il redoutait son propre peuple. Et l'histoire devait lui donner raison. En 1848, la Révolution, venue de France et d'Allemagne, gagne les rives du Danube. Pour les révolutionnaires, les vieilles murailles ne constituent pas un véritable obstacle. L'empereur Ferdinand abdique, ce qui n'empêche pas la révolution d'échouer. Le nouveau monarque, François-Joseph Ier, va prendre des mesures d'une extrême rigueur contre ses sujets récalcitrants. Une politique qui aurait pu lui être fatale. Le 18 février 1853, François-Joseph Ier se promène en compagnie de son aide de camp dans l'un des bastions de l'ancien mur de la ville. Johann Libény, un garçon tailleur hongrois, attend depuis longtemps le moment de venger ses compatriotes qui payent très cher leur soutien à la Révolution. Ce jour-là, il croit le moment venu et frappe l'empereur d'un coup de couteau à la nuque. François-Joseph ne gardera pas de séquelles. Libény, lui, est exécuté une semaine après à Simmering, près de Vienne. Mais le peuple est imprévisible, et la manière dont il prodigue ses faveurs n'est pas toujours du goût des grands de ce monde. Bientôt retentit dans les venelles viennoises une ritournelle aux accents outrageants. Dans la prairie de Simmering, un tailleur se balance au vent. C'est par ma foi, tant pis pour lui, il n'avait qu'à larder plus franc. La chansonnette est immédiatement interdite, et comme de bien entendu, le petit peuple la reprend à l'envi. Offiziell wurde Gott
Dieu est officiellement remercié pour avoir sauvé la vie de l'empereur. Pour commémorer l'attentat manqué, l'archiduc Ferdinand Maximilien, le futur empereur du Mexique, propose la construction de cette église dite votive. La famille autrichienne régnante, profondément croyante, a hâte de voir s'élever cet édifice. Quelques années seulement après l'attentat, on peut déjà en admirer le gros œuvre. À l'époque, bien sûr, il se situe encore en dehors de la ville fortifiée, non loin des anciens remparts. Mais après l'épisode funeste de la Révolution, les jours de cette muraille sont comptés. D'autres grandes métropoles entreprennent elles aussi de se débarrasser de leur cocon médiéval. À Vienne, un homme politique, Alexander Bach, se bat pour l'ouverture de la ville. Bach, ancien sympathisant de la Révolution, a changé de camp et fait carrière dans le nouveau gouvernement en tant que ministre de l'Intérieur. Ses adversaires lui reprochent de vouloir faire table rase, non seulement des bastions, mais aussi de la monarchie. Or, contre toute attente, François-Joseph se montre totalement ouvert à la nouvelle idée et ordonne la démolition de l'enceinte. En ces lieux et places doit se déployer une somptueuse artère fortifiée, la Ringstrasse. L'empereur se méfie de cette paix post-révolutionnaire et à chaque extrémité du grand boulevard, il fait ériger une imposante caserne. Sait-on jamais, au cas où l'envie reprendrait aux Viennois de remettre en question l'ordre divin. En tout cas, les militaires ont largement leur mot à dire dans ce programme de construction. L'armée pose bien sûr ses conditions. Ainsi, le ring doit faire au moins 57 mètres de large. J'ai bien dit 57. À l'époque, c'était gigantesque. Pourquoi? C'est très simple. Enfin, peut-être pas tant que ça. C'est une logique militaire. Il s'agit d'empêcher d'éventuels révolutionnaires de construire de longues barricades et surtout de les défendre. Autre chose. Et là encore, le raisonnement est militaire. Ici, entre le Parlement, l'hôtel de ville et l'université s'étend le terrain d'exercice et de parade de l'armée austro-hongroise. Et les militaires entendent bien le garder. Imaginez un peu le feldmaréchal Radetzky, commandant en chef des troupes autrichiennes et son état-major, penché sur le plan de Vienne. Cette place appartient à l'armée et ne doit en aucun cas être profanée par des civils. C'est ainsi qu'on faisait la politique à Vienne. Cette place fait tache dans la ville. Quand il fait un temps glorieux, impérial, le maire a coutume de dire, quand il fait sec, c'est un désert de sable, quand il pleut, c'est un marais ou un étang gelé. Le hasard vient prêter main forte à Cajetan Felder, maire libéral de la ville. Un jour, lors d'un défilé, l'empereur s'enfonce dans la boue jusqu'aux chevilles. La décision est prise sur le champ, on renonce à la place d'armes. Le centre de Vienne offrirait peut-être un aspect bien différent aujourd'hui si l'empereur ce jour-là n'avait pas eu les pieds mouillés. Qui sait? Peut-être le terrain serait-il toujours aussi impraticable. Le jour de la fête nationale, les défilés militaires se dérouleraient ici et pas sur la place des héros. Et Thomas Bernhard aurait écrit une autre pièce. Comme quoi, les chaussettes humides d'un empereur peuvent radicalement changer la face d'une ville. Aujourd'hui encore, les lève-tôt sont conviés à un spectacle de la circulation attendrissant. Depuis son nid au milieu des petits étangs du jardin public du Stadtpark, une canne et ses canetons se mettent en route vers le centre de la ville et traversent vaillamment la Ringstrasse. La petite famille serait probablement mieux lotie dans le parc pendant la journée, mais allez savoir. Vienne est une ville où l'on a des idées bien arrêtées sur son petit confort. Tout près de notre famille de canards, de hauts bâtiments obstruent de nos jours la vue sur l'un des joyaux de la Ringstrasse, le palais Coburg. Ce n'est pourtant pas du tout ce qui était prévu.
Lorsque le bastion a été détruit, il a fait place à un gigantesque jardin public où trônait l'auguste palais. Sur ce terrain, aucun édifice ne devait dépasser 17 mètres de haut afin de ne pas gâcher la superbe vue. Mais 2 guerres mondiales plus tard, le document concernant l'ancien règlement de construction a disparu. Certes, cela n'enlève rien au caractère exceptionnel du palais Coburg, classé monument historique. On trouve encore ici des traces impressionnantes des anciennes fortifications de la Renaissance. Une habile mise en lumière a subtilement intégré les souterrains séculaires à l'espace intérieur moderne. Après des années d'un patient travail de restauration, le palais a été converti en hôtel de luxe. Une très mince ouverture permet encore d'entrevoir le parc municipal. Le Stadtpark est un espace bucolique épargné jusqu'à nos jours par la fièvre bâtisseuse de Vienne. C'est en 1862 qu'est créé ce jardin paysager, havre de détente des Viennois. On y trouve le Kursalon Hübner. Ce grand café-concert deviendra le symbole du divertissement poussé jusqu'à l'excès. Mais à l'origine, il y règne la retenue la plus stricte, et les curistes ne s'y rendent que pour la prise des eaux. Un an après son ouverture, on a oublié toute retenue, et Johann Strauss, le roi de la valse viennoise, fait virevolter tout le beau monde de la Ringstrasse. Lorsqu'il compose cet air-là, le tout Vienne parle de lui. Parallèlement, les commérages vont bon train sur les travaux, car la construction du Ring a transformé la ville pendant un demi-siècle en un gigantesque chantier. On connaît les Viennois, tous sont d'éminents critiques d'art. À peine les fondations d'un immeuble émergent-elles du sol que les critiques fusent, sans pitié. À Vienne, tout ce qui est nouveau est par définition mauvais, par principe. Ensuite, on s'y fait. Être architecte dans cette ville, enfin, bon. Mais les résultats sont sensationnels. Aujourd'hui encore, on s'incline devant ces merveilles. L'une des constructions les plus célèbres de l'époque de la Ringstrasse est le Musikverein, la salle des concerts de Vienne. En un temps record de 2 années seulement, le Danois Theophil Hansen réalise un édifice dont l'acoustique est unique au monde. Tout l'immeuble est conçu comme un immense instrument de musique. Le plafond, tel une membrane, est suspendu à une charpente métallique. Il est un autre volume qui n'a d'autre fonction que de faire vibrer les sons. Cette caisse de résonance est située au sous-sol.
Le passage entre le Musikverein, l'hôtel impérial et l'opéra constituait d'emblée la promenade sur le ring, un lieu de ralliement prisé par tous ceux qui veulent voir et être vus. Comme le fait remarquer un satiriste de l'époque, c'est là que se retrouvent tous les castors, les sibylines sur deux pattes. Qui, la canne sous le bras, y parade nonchalamment, fait clairement savoir qu'il n'a pas l'obligation de gagner sa vie. Die Crème de la crème. Oder wer sich dafür hielt. La crème de la crème, l'élite, le gratin, ou tous ceux qui pensent en être, se sent ici au cœur d'un monde émérite. L'épicentre social absolu de la monarchie danubienne était un centre commercial. L'empereur lui-même, parfois, descend de son carrosse pour aller admirer sur le ring les devantures des beaux magasins. Bien entendu, il allait sans dire qu'il fallait aux mélomanes viennois un opéra digne de la démesure de la Ringstrasse. L'Opéra national de Vienne, tel que nous le connaissons aujourd'hui, contribue largement au prestige du boulevard. C'est aussi le bâtiment du boulevard qui va enflammer les plus vives réactions. Le projet est confié aux architectes August Sicard von Sicardburg et Eduard van der Nul. Mais leur gloire est de courte durée. Toute une horde de critiques d'architecture se dresse pour condamner leur projet, bien avant même qu'il n'ait vu le jour. De leur côté, les candidats et conduits reviennent à la charge et la presse de se déchaîner. D'une nature très sensible, van der Nul est profondément meurtri. On lui reproche l'aspect encaissé de l'opéra, alors qu'il n'y est pour rien si le niveau de la Ringstrasse a été rehaussé d'1 mètre, alors que son projet était déjà en cours de réalisation. La conception intérieure de l'édifice est pourtant géniale et conforme à des critères de sécurité qui répondraient aux exigences actuelles. Un mur épais, amovible, sépare l'espace scénique de la salle. Quand le rideau de fer est baissé, le feu n'a aucune chance de se propager. À cela s'ajoute un système d'extinction du feu unique en son genre. L'eau, pompée jadis dans un puits situé à la cave, est aujourd'hui prélevée dans les conduits d'eau de la ville, acheminée par d'épaisses canalisations et stockée dans des citernes installées dans les combles. En cas d'incendie, elle est propulsée à haute pression. Ces doubles murs par feu font de l'opéra un immeuble dans l'immeuble. Aujourd'hui, le toit est doté de clapets anti-fumée qui réduisent le risque d'asphyxie et des couloirs d'incendie permettent, sur les 7 étages, de lutter efficacement contre le feu. Une catastrophe comme celle du Ringtheater en est exclue. Il n'empêche que van der Nul prend les critiques publiques tellement à cœur qu'il fera en l'espace d'1 semaine 3 tentatives de suicide avant de se pendre chez lui. Mais sa mort n'arrête pas la médisance. On parle de dette de jeu, cause de suicide la plus fréquente à l'époque. Son collègue et ami Sicardburg ne survivra pas longtemps à toute cette fureur. L'opinion publique n'a cure de ce genre de tragédie. Elle préfère se délecter des derniers potins sur la Ringstrasse et de sa splendeur et manifeste un vif intérêt pour la suite des opérations. L'un des projets architecturaux les plus difficiles est l'édification et la décoration fastueuse des 2 musées destinés aux collections impériales. Le musée d'histoire de l'art et celui d'histoire naturelle. Le faste est relativement facile à obtenir. La tâche est confiée notamment aux frères Klimt, Ernst et Gustav. C'est avec l'éclairage que les choses se compliquent. Voilà ce que ça donne quand la lumière est éteinte. Nous sommes au musée de l'histoire de l'art. Chaque fois que je viens à Vienne, une de mes premières visites lui est destinée. La salle Bruegel a ma préférence. Je pourrais y passer des heures. Rubens aussi me fascine.
Il n'y a pas si longtemps que l'électricité éclaire ces lieux. Comme dans les théâtres, à l'époque, on craignait de recourir à l'éclairage au gaz. Un chef-d'œuvre a vite fait de partir en fumée. Alors, comment éclairait-on jadis ces tableaux hauts de plusieurs mètres? Durant des décennies, la lumière du jour a été la seule source lumineuse du musée de l'histoire de l'art. L'été, on fermait à 15 heures. En hiver, à 13 ou 14 heures, dès que le jour tombait. On souhaitait plus de lumière que n'en laissait passer les fenêtres. L'architecte Karl Asenauer étudia la question et trouva la solution. La lumière devait venir du plafond. Der Großteil des Lichtes musste durch die Decke einfallen. Au-dessus des salles d'exposition, une grande partie des toits ont été construits par Asenauer en verre mat, soutenus par une construction métallique. Les faux plafonds sont également en verre, pour laisser passer au maximum la lumière du jour, tout en captant la chaleur qui se développe entre les deux parois vitrées. Grâce à ce procédé, la température ambiante y est toujours agréable. D'une construction en tout point similaire, le Muséum d'histoire naturelle a plus de fenêtres que le Muséum d'histoire de l'art. Il ne requérait donc pas une toiture aussi complexe. On y a installé la collection impériale d'animaux naturalisés, entreposés jusqu'alors au palais de la Hofburg, où ils étaient tellement à l'étroit qu'il avait fallu percer un trou dans un des plafonds pour y loger une girafe. C'est pourquoi le Muséum d'histoire naturelle a été le premier des deux musées impériaux à être investi. C'est dans une procession burlesque que girafes, éléphants et autres animaux exotiques empaillés ont emprunté la Ringstrasse pour rejoindre leur nouveau domicile. L'un des objets d'exposition ne prendra pas ce chemin, car il a brûlé en 1948 à la Hofburg. C'était un être humain, naturalisé, le Maure de Vienne. Angelo Soliman avait été capturé par des trafiquants d'esclaves à l'âge de 7 ans. Après un passage en Sicile, il arrive à Vienne, à la cour de Joseph II. Par les bons soins de l'empereur, Soliman, après sa mort, entame une seconde carrière, au demeurant douteuse, de curiosité ethnologique. Il est exposé dans une vitrine, en compagnie d'un régiment de sangliers empaillés. Ce qui aujourd'hui nous paraît monstrueux était courant à l'époque dans cette partie du monde civilisé. La fille de Soliman, Joséphine, avait cherché à enterrer le squelette et les viscères de son père, mais sa requête avait été régulièrement rejetée par la cour. Mais lors des troubles de la Révolution de 1848, lorsqu'un incendie ravagea le palais impérial, Angelo Soliman eut droit à une incinération pour le moins insolite. La Ringstrasse est ourlée de 2 rangées d'arbres, car il n'est pas question que les Viennois renoncent à la protection d'un peu de verdure. Aujourd'hui, le grand boulevard est maintenu en vie artificiellement. Une bonne moitié des espaces verts est arrosée automatiquement. Les arbres n'en sont pas moins victimes de la pollution automobile, et seuls 2 tiers d'entre eux ont la même espérance de vie que leurs congénères dans les parcs. Le Ring est un pôle de distraction. Et sur la place de l'Hôtel de Ville, c'est la fête toute l'année. De l'ouverture du festival de printemps de Vienne jusqu'au célèbre marché de Noël au cours des semaines de l'Avent, en passant par le carnaval qui ouvre la saison des bals. Dans les salles de danse de l'Hôtel de Ville, l'air serait vite irrespirable si l'on n'avait pas, dès la conception, prévu un système d'aération unique en son genre. L'air frais est aspiré à l'extérieur du bâtiment, dans le parc, et son acheminement jusqu'à la cave est souterrain. C'est un médecin militaire viennois du 19e siècle qui a imaginé ce système d'aération ingénieux.
Son intention était d'améliorer les conditions d'hygiène dans les hôpitaux de la ville. C'est grâce à cette invention également qu'aujourd'hui, la légendaire Live Ball de Vienne, la plus grande manifestation caritative européenne contre le sida, peut avoir lieu, avec tous ses participants qui arrivent en grand nombre, dansant à en perdre haleine jusqu'à l'aube. À la grande époque de la Ringstrasse, on disait « De nos jours, on s'imagine être millionnaire dès qu'on a quelques millions ». Pour se démarquer des millionnaires ordinaires, il fallait investir dans l'immobilier sur le ring. Le palais Todesco, en face de l'Opéra National, a été édifié par Édouard Todesco, un homme d'affaires certes passablement inculte, mais qui avait amassé en tant que banquier une immense fortune. À quelques mètres de là vivait son frère Moritz, en compagnie de la cantatrice Henriette Treves, originaire de Dresde. Lorsque la cantatrice rencontre Johann Strauss, le sort en est jeté. Henriette deviendra Madame Strauss, et sa fortune permettra au roi de la valse de composer en paix. On s'est beaucoup moqué des Todesco, ces millionnaires, mais on oublie qu'ils ont apporté leur contribution à la ville de Vienne. Qui sait si, sans leur argent, Johann Strauss aurait pu créer sa chauve-souris. Le langage populaire qualifiait ces demeures du ring, qui poussaient alors comme des champignons, de palazzi prozzi. Palace de nouveaux riches. Mais le palais Württemberg, aujourd'hui hôtel impérial, est sans doute un des plus beaux immeubles. On est en droit de se demander pourquoi ce palais à Vienne. Pourquoi? C'est simple. Vers le milieu du 19e siècle, le duc Philippe de Württemberg quitte l'Allemagne pour venir s'installer à Vienne comme colonel de l'armée autrichienne. À Vienne, bien sûr. Il retrouve aussi ses amours. Il se fait ériger un palais que même la noblesse trouve fastueux. Ce hall était jadis une cour sans toiture. À la fin du 19e siècle, on attachait encore les chevaux dans ces stalles. Au 20e aussi, durant l'occupation russe, lorsqu'après 1945, l'armée soviétique prit ici ses quartiers. Ce sol recouvre des pavés. Mais quant à savoir pourquoi un palais princier s'est transformé en hôtel, ça c'est une autre histoire. Une histoire typiquement viennoise. C'est la vue imprenable sur l'église Saint-Charles qui décida le duc de Württemberg à ériger son palais ici. Là où se dresse aujourd'hui le Musikverein, il y avait alors un magnifique espace vert qui s'étendait jusqu'à l'église en question. Mais la ville de Vienne entrave les projets du duc en construisant une route entre son palais et le parc. Le bâtiment du Musikverein obstrue définitivement la vue sur l'église et le parc. Le duc, lassé de son palais privé d'espace vert, le revend à la première occasion. À quelques années de là, en 1873, Vienne reçoit la grande exposition universelle et les organisateurs de s'apercevoir, mais un peu tard, que les possibilités d'hébergement sont indignes de la circonstance. Le palais Württemberg offre toutes les qualités requises et un homme d'affaires ingénieux en fait l'hôtel impérial. C'est aujourd'hui encore l'une des adresses les plus prestigieuses de Vienne. Le prince Charles a dormi dans ce lit. Keith Richards des Rolling Stones aussi d'ailleurs. L'appartement a ensuite été rénové. À l'origine, l'empereur ne voulait pas entendre parler d'hôtels sur la Ringstrasse prévus pour les immeubles d'habitation et les édifices publics. L'hôtelier Anton Schneider s'arrange pour contourner cette interdiction et enregistre l'actuel Grand Hôtel sous la rubrique « Meublé ». Une fois l'interdiction impériale levée, Schneider s'empresse de faire de sa maison le premier hôtel de Vienne à proposer sous un même toit un restaurant et une gamme entière de services, tous inclus dans le prix de la chambre. Le Grand Hôtel sera aussi le théâtre du plus grand scandale de la monarchie. Officiellement,
Marie Vetsera s'y rendait pour rendre visite à sa tante, la comtesse Lariche. En réalité, elle disparaissait par une porte dérobée pour aller retrouver, à un autre endroit, son amant, le prince héritier Rodolphe. Un jour, cependant, Rodolphe ne peut s'empêcher d'aller chercher sa belle au Grand Hôtel. Dans sa hâte et son impatience, son Altesse se trompe de porte et se retrouve dans la buvette des cochers, lesquels, bien entendu, s'empressent de tout raconter. On connaît la fin de l'histoire. Mais le mystérieux suicide du couple est bien davantage que l'issue tragique d'une liaison sans lendemain. Le prince héritier nourrissait des idées de réforme qu'il n'avait aucune chance de voir aboutir. La politique n'est pas étrangère à sa disparition. Une époque s'achève. La bourgeoisie et la noblesse jouent un rôle de plus en plus important. C'est peut-être pour opposer un signe fort à cette évolution que l'empereur François-Joseph décide la construction du Forum impérial. Démonstration de puissance, de force, en fait, perdue depuis longtemps. Le gigantesque projet ne sera jamais mené à bien. Le Parlement et l'hôtel de ville, symbole de la conscience bourgeoise, sont déjà terminés. Pour contrebalancer ces imposants édifices, François-Joseph Ier a, lors de la toute première étude, laissé libre le terrain alentour de la Burgtor, la porte fortifiée. C'est ici qu'aurait dû se dresser le Forum impérial. Cette entreprise colossale devait réunir en un seul et gigantesque complexe les deux musées au nouveau palais impérial. Il était prévu qu'une deuxième aile en demi-cercle face au nouveau palais viendrait envelopper la place des Héros sur l'espace correspondant aujourd'hui au jardin public du Volksgarten. Tout un programme pour lequel on a fait venir à Vienne Gottfried Semper, le plus célèbre architecte allemand. En 1848, Semper était à Dresde, aux côtés des révolutionnaires. Chez lui, en Saxe, il fait l'objet d'un avis de recherche. Il n'y a qu'à Vienne qu'on voit des choses pareilles. Je peux le dire, j'y suis né. On confie la tâche d'ériger pour la maison des Habsbourg un étalage sans vergogne de la puissance impériale à un révolutionnaire sous le coup d'un mandat d'arrêt. L'empereur ne s'en soucie guère, au contraire, il est séduit par la personne et le travail de Saint-Père. Et Saint-Père en est bien entendu ravi. Sous la plume acérée de Karl Kraus, cela donne tout ce qu'on demande à une ville, c'est qu'elle fonctionne. Le reste, je n'en ai cure. Mais il n'y a que dans les films que l'on se promène sur le Forum impérial. En réalité, le projet s'est enlisé en cours de route. Au tournant du siècle, François Ferdinand, l'héritier du trône, reprend le flambeau, alors que la folie des grandeurs n'est plus dans l'air du temps. On renonce à construire le deuxième corps de bâtiment du palais, ainsi que l'arc face à l'aile léopoldine de la Hofburg. Au lieu de cela, les Viennois voient leur ville s'agrémenter d'un nouvel espace vert, le Volksgarten. À la mort de François-Joseph en 1916, le cortège funèbre traverse la place des Héros. Tel un serpent noir surgit du passé, le convoi s'achemine sur le Kaiser Forum à moitié construit. Le vieux temps, à la bonté fallacieuse, prend irrémédiablement fin et l'idée impériale du ring appartient déjà au passé. Mais on trouve encore des vestiges de cette idée de forum impérial. La grille qui embrasse les jardins du palais, la place des Héros et le jardin public est la plus grande en son genre dans toute l'Europe. En tant que délimitation entre zone impériale et le ring public, cette clôture arborait la pourpre et l'or des couleurs impériales. La conservation autrichienne des monuments historiques réussira cette gageure d'en restaurer une partie et d'en maintenir l'autre à l'identique. Devant la place des Héros, on peut à nouveau l'admirer sous ses couleurs d'origine.
Celui-là, tout le monde le connaît. C'est l'empereur François-Joseph. S'il avait su qu'il échouerait un jour ici, dans son ancienne cave à vin, elle sert d'entrepôt aux témoins de l'avènement du ring. Toutes ces statues, avant d'être taillées dans la pierre, étaient d'abord réalisées en plâtre. Nous sommes ici en excellente compagnie. L'impératrice Élisabeth. Sissi. Romy. Sous ses voûtes, le temps fuit. Ces pièces sont tout ce qu'il reste d'une collection jadis importante. Tandis que dans les caves du palais impérial, les plâtres de l'ancien temps étaient soigneusement conservés, non loin de là, on les traitait avec moins d'égard. Dans les années 30, les étudiants de l'école des Beaux-Arts ont jeté en hurlant les modèles de plâtre par les fenêtres. C'était leur manière de rompre au sens propre avec le passé. Avant même que ne tombent les remparts de la ville, la lourde tâche d'édifier une statue équestre de l'archiduc Charles devant le nouveau palais échoua au fondeur en bronze Anton Fernkorn. En 1809, l'archiduc n'a certes pas gagné la guerre, mais il a infligé sa première défaite à l'armée napoléonienne. Fernkorn immortalise l'instant où l'archiduc s'élance à l'assaut de la victoire. Le monument du vainqueur d'un jour pèse 12 tonnes et demie. Pour les faire tenir, les sculpteurs ont toujours eu recours à la queue de leur statue équestre. Comment garantir la stabilité de ces monumentales constructions de bronze autrement? Vous ne me croyez pas? Je vais vous montrer. Regardez à Venise, une des plus célèbres statues de tous les temps, le Colleone. Elle prend appui sur ses trois pattes. Apparemment, ma statue à Saint-Pétersbourg, enfin le monument de Pierre le Grand que j'ai interprété dans un film, tient sur deux pattes. Erreur. À y regarder de plus près, on se rend compte qu'il se maintient aussi grâce à sa queue. Aucun sculpteur, pas même Léonard de Vinci, n'avait encore relevé le défi de faire tenir une statue équestre sur deux points d'appui. Ici, l'équivalent d'un wagon de chemin de fer repose sur deux petites surfaces, pas plus grandes que ma main. Fernkorn réalise aussi la statue équestre de la place des héros, celle du prince Eugène. Les Viennois sont allés jusqu'à dire que cette fois-ci, incapable de reproduire son exploit, le fondeur a mis fin à ses jours. En réalité, Fernkorn n'avait jamais prévu d'autre posture pour sa statue. Ces années de dur labeur et l'énorme pression qui pèse sur lui ne l'ont pas laissé indemne. Fernkorn sombre dans la démence. À la fin de sa vie, il élabore les plans d'un pont censé enjamber l'Atlantique en une seule arche, ou d'un immeuble taillé dans un unique bloc de pierre. Quant aux véritables bâtisseurs du ring, on ne les trouve dans aucun livre d'histoire. Ce sont les ouvriers des baraques de chantier, ceux des briqueteries. Journaliers ou saisonniers, ils n'ont pratiquement aucun droit. L'activité intense du bâtiment requiert des quantités incroyables de matériaux de construction. Et un entrepreneur, Heinrich Drache, s'octroie une position de quasi-monopole. Au sud de la ville, sur le Wieneberg, il monte une fabrique de briques d'une envergure jusqu'alors inconnue. Les conditions de travail sont inhumaines, à la limite de l'esclavagisme. Les ouvriers ne sont plus payés en liquide, mais en jetons de fer blanc qu'ils peuvent échanger contre de la nourriture à la cantine de l'entreprise, bien entendu à des prix exorbitants. Les ouvriers engagés dans la construction des monuments de la Ringstrasse, eux aussi saisonniers, sont d'autant plus exploitables qu'ils ne sont pas syndiqués. En été, ils travaillent tous les jours jusqu'à la tombée de la nuit. Ils n'ont qu'un seul droit, celui le dimanche, d'aller à la messe.
Viktor Adler, le leader de la social-démocratie autrichienne, lutte contre cette exploitation. Mais lorsque se crée la première organisation politique ouvrière, la Ringstrasse est pratiquement terminée. Là où une génération plus tôt, les ouvriers s'échinaient sur les chantiers, les sociodémocrates manifestent en 1918, à l'avènement de la Première République, pour prendre le pouvoir en Autriche. N'est-ce pas là une superbe ironie de l'histoire? Ce sont justement ces gens-là, les mêmes, qui lors de la construction du Parlement s'étaient élevés contre la misère ouvrière, qui en 1918 reviennent prendre le pouvoir en Autriche. De leurs propres mains, leurs parents et grands-parents avaient bâti le Ring. Que disait Brecht déjà? Alexandre le Grand a conquis l'Inde. Tout seul, n'y avait-il pas avec lui au moins un cuisinier? On se souvient des grands noms, des généraux, des architectes, des rois, des empereurs. Et le peuple, on l'oublie. Lorsque Théophile Hansen entreprend de dresser les plans du Parlement, l'Europe est en proie à un véritable engouement pour l'art antique. L'architecte Hansen ne fait pas exception. En étudiant l'Antiquité, il arrive à la conclusion que les temples grecs ont dû être multicolores. Aussi veut-il colorer le Parlement en rouge, bleu et or. Sa proposition est trop onéreuse. Les maîtres d'œuvre la repoussent. Si l'architecte était parvenu à s'imposer, les murs du Parlement ressembleraient à ceci. Gustav Klimt met lui aussi le goût de ses contemporains à rude épreuve. La compagnie des artistes fondée avec son frère Ernst et son ami Franz Matsch se voit confier le plafond du grand amphithéâtre de l'Université de Vienne. Il y réalisera la jurisprudence, la médecine et la philosophie. Wer hat bemerkt, dass die 4 Eckfelder der Decke unbemalt sind? 3 dieser leeren Flecken hätten eigentlich prachtvolle Gemälde von Gustav Klimt tragen sollen. Mais les idées de Klimt ne concordent pas avec la pruderie et la paplardise de son temps. Les professeurs signent une pétition contre ces tableaux. Nous ne luttons ni contre la nudité, ni contre la liberté artistique, nous luttons contre la laideur. Le ministre de la Culture exige des retouches. Klimt est blessé dans son honneur artistique. Au lieu de livrer ses œuvres, il se barricade dans son atelier et n'ouvre la porte qu'aux initiés. Plus tard, il rachète ses peintures à l'État. Des décennies après, le scandale connaîtra des rebondissements. Sous le régime nazi, les 3 tableaux dont les propriétaires sont juifs sont confisqués et entreposés en 1944 au château d'Immendorf, en Basse-Autriche. Lors de leur retraite, les soldats mettent le feu au château et les tableaux de Klimt partent en fumée. Ne reste que le 4e tableau sur le thème de la théologie, réalisé par Franz Matsch Senior. Il est exposé aujourd'hui dans la salle de réunion de la faculté de théologie. La Ringstrasse de Vienne gardera de profondes cicatrices de la Deuxième Guerre mondiale, ainsi que des 10 ans d'occupation qui vont suivre. Espions et trafiquants fréquentent assidûment ces bars-cafés. Dans l'un des plus célèbres films de l'après-guerre, Le Troisième Homme, on trouve une référence à l'un d'entre eux. Le scénariste Graham Greene habitait en 1947 l'hôtel Sacher à Vienne, et il se rendait régulièrement au Café Mozart, juste en face de l'opéra. Dans le film, une scène a lieu dans ce café. Anton Karas, le compositeur de la musique du film, très inspiré par l'endroit, a composé tout exprès la valse du Café Mozart. Delighted to meet you. Come, let's sit down here. Ober? What would you like? Tea, coffee? Coffee. Zwei Schwarze. Zwei Schwarze. It's wonderful how you keep the touch.
Inutile d'être le troisième homme pour connaître les zones d'ombre du ring. Côté rue, sa splendeur s'impose. Et quand on passe derrière ses façades, la visite devient captivante. Notre voyage touche à sa fin. Mais la prochaine fois que vous serez à Vienne, baladez-vous à pied ou en tram et ouvrez bien vos yeux. Vous y découvrirez, j'en suis sûr, toujours quelque chose qui vous avait échappé. Le quatuor impérial accompagne l'apparition viennoise de Karl Habsburg sur un rythme endiablé. Wenn wir heuer 1000 Jahre, nicht nur 1000 Jahre Augustin, sondern 1000 Jahre Österreich feiern, und man sieht, wo diese Feiern überall stattfinden. Von Chile über die Philippinen bis zu den Vorlanden Günzburg bis nach Czernowitz, überall gibt es 1000 Jahre Österreich feiern. Österreich ist in den 1000 Jahren nicht untergegangen. Die Idee hat sich immer weiter ausgebreitet. Und das bin ich überzeugt, dass diese Idee auch in der Zukunft tun wird. Dass diese österreichische Idee sich auch in dieser europäischen Idee umsetzen wird. Österreich hat einfach einen enormen Charme und eine enorme Ausstrahlung. Das dürfen wir nicht vergessen. Au marché aux puces de Vienne, on retrouve cet incroyable mélange de langues et d'ethnies qui existait déjà sous la monarchie autrichienne. Depuis 70 ans, les populations des États-nations ont connu différents régimes et pourtant, Vienne a toujours incarné leur rêve de prospérité. L'ombre du vieil empereur François-Joseph, père de toutes les nations, continue de hanter la mémoire collective. Cet ancien empire de 50 millions d'habitants regroupait une multitude de nationalités. À côté des Allemands et des Hongrois, la monarchie de l'aigle bicéphale régnait sur les Tchèques et les Slovaques, les Polonais, les Ukrainiens, des Croates, des Serbes, des Slovènes, des Roumains, des Italiens, des Juifs, des Arméniens, etc. L'hymne impérial, Gott erhalte, était chanté en 13 langues. Et Vienne était le cœur de l'empire austro-hongrois, la capitale du plus vaste empire en Europe après la Russie. Incapable de résister au nouveau nationalisme, l'empire s'est disloqué. Ses reliques ont été allègrement pillées. Elles se vendent d'ailleurs très bien, et la nostalgie d'un monde de faste et de luxe disparu fait grimper les prix. On prise le kitsch, l'art et l'artisanat K und K, kaiserlich und königlich, c'est-à-dire impérial et royal. Certains rapportent des rosaires et des images de la Vierge de leur pèlerinage. Les touristes qui déambulent dans Vienne, des républicains convaincus dans leur majorité, chinent à la recherche d'une tasse à café ou d'une assiette à l'effigie du Kaiser ou de Sissi. Les protagonistes de la fin d'un monde sont ravalés au rang de bibelots, le cérémonial de cour est figé dans le plâtre et la porcelaine. Le public ne se lasse pas de la saga des têtes couronnées. Elisabeth est à l'affiche du Theater an der Wien depuis plusieurs années. La comédie musicale parle d'amour, de désir, de souffrance et de mort. La pièce, qui se veut à l'opposé du culte mièvre de Sissi des années 50, n'est rien d'autre que la preuve d'une fascination toujours vivace pour l'impératrice. Elisabeth,
La voici donc, Élisabeth, telle qu'elle était ou telle que les peuples de la monarchie en deuil se sont plu à l'imaginer. 6 ans après l'assassinat de l'impératrice, en 1898, ils lui ont trouvé un coin bien tranquille dans le Volksgarten, le jardin public de la Hofburg, le palais impérial. Les Viennois adorent côtoyer la légende de leur cher Sissi. Mais ils préfèrent thésauriser son cher époux dans leur bas de laine ou dans leur coffre sous la forme de ducats d'or à l'effigie de François-Joseph. L'hôtel de la monnaie de la République frappe l'aigle à 2 têtes à la chaîne et la demande des précieuses pièces ne donne aucun signe de faiblesse. L'empereur est toujours accroché au mur. Tout ici est impérial et royal, comme avant, bien à l'abri dans certains salons de la bonne société viennoise. D'éminents musiciens du Philharmonique de Vienne ont formé un orchestre de chambre. Ils donnent des concerts privés et perpétuent ainsi la tradition musicale de Vienne. Sans aucun artifice, de l'art pur, Mozart, l'ambiance, il n'y a aucune fausse note.